Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un outil qui peut sembler un peu désuet à l'heure du tout numérique, mais qui reste, vous allez voir, étonnamment puissant, la recommandation professionnelle. Comment on fait pour en obtenir une qui marque vraiment les esprits et pourquoi, au fond, ça compte encore autant? Alors pour cette exploration, on a brassé pas mal de matières, des conseils carrière assez pointus de plateformes comme Talentissime, Expectra, les Sherpas, Avisto aussi, des infos très pratiques de France Travail et même un éclairage sur les aspects un peu plus déontologiques via Carrefour RH. Notre objectif, aller au-delà de la simple formalité administrative, comprendre comment on peut faire de ces recommandations un vrai levier stratégique dans un parcours. Parce que, on le verra, une bonne recommandation, ça peut vraiment faire basculer une candidature. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Bien plus impactant que ça. Une recommandation, en fait, c'est un témoignage formel. Ça vient d'un tiers crédible, quelqu'un qui vous a vu à l'œuvre, quoi, et qui valide vos compétences. D'accord. Et ça couvre tout le spectre, les savoir-faire techniques, les fameux hard skills, mais aussi, et ça c'est de plus en plus crucial, les qualités comportementales, les soft skills. Son pouvoir, il vient de cette validation externe. Comme le soulignent d'ailleurs plusieurs analyses, notamment chez Avisto, ça apporte une preuve, disons tangible, de la valeur d'un profil. Une preuve externe, donc ça renforce la crédibilité. Oui, c'est logique. Mais quels sont les autres bénéfices concrets? Parce qu'il n'y a pas que ça, j'imagine. Non, ils sont multiples effectivement. Au-delà de la crédibilité, ça permet de se différencier. Faut imaginer, face à des dizaines, parfois des centaines de CV qui se ressemblent, une recommandation bien tournée, ça peut vraiment attirer l'œil du recruteur. C'est aussi un facteur rassurant pour l'employeur potentiel qui, par définition, ne vous connaît pas personnellement. Des sources comme Expectra insistent beaucoup sur cet aspect de réassurance. Ça peut même servir parfois à vérifier la cohérence du parcours présenté sur le CV, éviter le sentiment d'un candidat qui enjoliverait un peu la réalité. D'accord. Au final, beaucoup d'experts s'accordent à dire que ça pèse dans la décision finale. Et c'est pertinent à tous les niveaux, que ce soit pour un jeune diplômé ou pour un cadre déjà confirmé. Intéressant. Et est-ce qu'il y a différents types de recommandations selon le contexte? J'imagine qu'on ne demande pas la même chose pour une école que pour un emploi, par exemple. Exactement. On distingue souvent deux grandes catégories, et ça, le guide Les Sherpas l'explique très bien. D'un côté, vous avez la recommandation académique. Oui, Elle vient d'un professeur, d'un directeur de mémoire. Elle se concentre sur les aptitudes intellectuelles, la motivation, le potentiel d'apprentissage. Très utile pour intégrer une formation sélective, un master, ce genre de choses. logique. Et de l'autre côté, il y a la recommandation professionnelle. Celle-là, elle émane d'un manager, d'un tuteur de stage, voire d'un collègue expérimenté. Et là, on évalue les compétences mises en œuvre en situation de travail, l'efficacité, le comportement en équipe. D'accord. C'est la clé pour décrocher un emploi, mais elle peut aussi être demandée pour certaines formations, typiquement les admissions parallèles en grande école où l'expérience pro compte déjà. Parfois même, il faut les deux. D'accord, le paysage est assez clair. Maintenant, la question qui fâche peut-être un peu, à qui on demande? Le choix de la personne semble absolument déterminant. On ne peut pas juste taper à la porte du grand patron, comme ça, si... C'est tout à fait ça. Le choix du référent, comme on dit, est stratégique. Le critère numéro 1, mais vraiment le numéro 1, c'est la connaissance réelle et directe du travail que vous avez accompli. Le N+1, votre supérieur hiérarchique direct, est très souvent la personne la mieux placée. Plusieurs sources comme Expectra ou France Travail le confirment. Pourquoi? Parce qu'il a une vision concrète des missions, des réussites, des points forts. Parfois, c'est vrai, un nom prestigieux d'un grand directeur peut impressionner sur le papier, mais si cette personne n'a qu'une vague idée de votre travail quotidien, sa recommandation risque d'être générique et donc beaucoup moins impactante. Donc, privilégier la proximité managériale à la notoriété pure. Ça se tient. Et si le N+1 n'est pas une option, ou si on veut varier un peu les angles? Alors là, il y a plein d'autres pistes valides. Un collègue, surtout s'il est plus expérimenté ou s'il a supervisé un projet spécifique avec vous, peut offrir un regard complémentaire intéressant. Avisto mentionne cette possibilité. Ah oui.
Pensez aussi aux clients importants avec qui une vraie relation de confiance s'est établie, aux partenaires externes sur un projet qui a bien marché, ou bien sûr aux tuteurs de stage ou d'alternance qui vous a suivi de près pendant une période significative. Et puis, pour les parcours plus académiques ou de recherche, un professeur qui a encadré un travail de fond, mémoire, thèse, est une référence naturelle. Ça, Expectra et les Sherpas le relèvent aussi. D'accord. Le dénominateur commun, et ça c'est essentiel, la personne doit avoir été témoin direct des compétences que vous voulez mettre en avant, et évidemment avoir une appréciation positive de votre travail. Faut aussi être vigilant sur un point. Éviter les recommandations de complaisance venant de la famille ou des amis proches. Sauf cas très spécifique de collaboration professionnelle avérée, quoi. Oui, ça ferait pas très sérieux. Exactement. C'est un écueil souligné par Avisto et France Travail. Et une petite astuce, relevée par Expectra. Si votre référent évolue dans le même secteur d'activité que celui que vous visez, sa parole peut avoir encore plus de résonance. Ok, le choix de la personne est clair. Passons au timing. Quand est le bon moment pour faire cette demande? Est-ce qu'il faut attendre d'être en recherche active ou plutôt anticiper dès la fin d'une mission? L'anticipation, c'est clairement la meilleure stratégie. Le moment idéal, souvent cité par les experts comme chez Expectra, c'est la fin d'une collaboration. Fin de contrat, fin de stage, fin d'alternance, à condition bien sûr que la séparation se fasse en bons termes. Pourquoi ce moment-là spécifiquement? Tout simplement parce que la mémoire du référent est encore fraîche. Les réalisations sont récentes. Les exemples concrets lui viennent plus facilement à l'esprit. Avisto insiste beaucoup sur cette fraîcheur de l'information. C'est plus vivant, quoi. Ça semble logique en effet. Mais si on n'a pas eu ce réflexe au moment de partir, tout n'est pas perdu. Non, ce n'est pas rédhibitoire, heureusement. D'autres moments sont propices. Évidemment, lorsqu'on est activement en recherche d'emploi, c'est le moment de mobiliser son réseau et de penser aux références. C'est même indispensable. Bien sûr, même si on est encore en poste d'ailleurs, mais que le projet de départ est connu et accepté par la hiérarchie et que les relations sont bonnes, on peut tout à fait solliciter une recommandation. Expectra évoque même le cas d'un départ pour raisons économiques. Une recommandation peut alors être un geste constructif de la part de l'employeur. D'accord. Par contre, il y a un écueil à éviter absolument, et là-dessus, les Sherpas et Avisto sont très clairs. C'est la demande de dernière minute. Ah oui, contacter quelqu'un 2 jours avant la date limite d'une candidature, c'est non seulement un manque de respect pour son temps, mais c'est aussi complètement contre-productif. On risque un refus ou pire, une lettre rédigée à la hâte, sans saveur et donc totalement inefficace. Prévoir large, c'est essentiel. Anticiper, choisir la bonne personne, c'est noté. Maintenant, le cœur du réacteur. Comment on demande? Ça peut être un peu intimidant, non? On a l'impression de quémander des compliments un peu. C'est une perception assez courante, oui, mais il faut essayer de la dépasser. Expectra propose un angle intéressant pour voir les choses. Considérez ça non pas comme une demande de flatterie, mais plutôt comme une démarche de collecte de témoignages professionnels authentiques. Il liste même plusieurs bonnes raisons d'oser demander, en rappelant que c'est une pratique établie et que dans le pire des cas, on essuie un refus poli. Bon, ce n'est pas si terrible, vu comme ça. D'accord, pour l'état d'esprit. Mais concrètement, on s'y prend comment? On appelle, on envoie un mail, on débarque dans le bureau. Le canal dépend un peu de la relation qu'on a avec la personne. L'email est très fréquent, c'est pratique, ça laisse une trace écrite. Le téléphone peut être bien pour sonder un peu le terrain ou si on préfère un contact plus direct. Mais si la relation est encore suivie, les Sherpas suggèrent que le face-à-face est souvent le mieux perçu, c'est plus personnel. D'accord. Quelle que soit la méthode choisie, la clarté est de mise. Il faut être direct sur son besoin, expliquer clairement pourquoi on sollicite cette personne. Quel est le projet? Un nouveau poste? Une formation? Quelles sont les échéances aussi? C'est crucial de personnaliser l'approche. Ça, Expectra et les Sherpas le soulignent bien. Personnaliser, c'est-à-dire? Si la collaboration est un peu ancienne, un petit rappel du contexte peut être utile. Et surtout, expliquer pourquoi on pense à elle spécifiquement. Ça peut flatter et motiver le référent. On peut même, de façon subtile, suggérer les compétences ou les réalisations qu'on aimerait voir mises en avant, toujours en lien avec le projet visé. Talentissime et Expectra valident cette approche. Suggérer des pistes, oui, c'est malin. Et pour faciliter la vie du référent qui n'a pas forcément beaucoup de temps, j'imagine, que faire? Ah ça, c'est un point capital. Il faut lui mâcher le travail autant que possible. Lui fournir un CV à jour, la description du poste ou de la formation ciblée, ça, c'est la base. Certaines sources, comme Expectra et Talentissime, vont même jusqu'à suggérer de proposer un brouillon ou des points clés à intégrer. Ah, carrément, un brouillon. Oui, mais
Attention, il ne s'agit pas de dicter la lettre, hein. L'idée, c'est de donner de la matière, tout en laissant bien sûr aux références la liberté de ton et d'appréciation. L'honnêteté reste primordiale. Et bien sûr, lui laisser un délai raisonnable, on l'a déjà dit. La politesse et un certain formalisme sont généralement de mise, sauf si on tutoie déjà la personne. D'ailleurs, les Sherpas et Expectra proposent des exemples de mails ou d'approches orales. On parle beaucoup de lettres, mais est-ce que c'est encore la seule forme possible aujourd'hui? Avec les réseaux pros, notamment LinkedIn, j'imagine que les choses ont un peu évolué, non? Tout à fait. La lettre traditionnelle, que ce soit sur papier ou en PDF, elle conserve une certaine solennité, une valeur probante. Ça, Talentissime et Avisto le notent. Elle est souvent perçue comme plus formelle. Mais c'est indéniable, les recommandations en ligne, et particulièrement sur LinkedIn, ont pris une importance considérable. Ah oui. Oui. Elle contribue directement à ce qu'on appelle les réputations. C'est un point souligné par de nombreuses sources comme Talentissime, Expectra et France Travail. C'est plus visible, c'est plus facilement partageable aussi. Donc c'est soit la lettre classique, soit la recommandation LinkedIn, c'est ça? Il faut choisir. Pas nécessairement. Souvent, la meilleure stratégie, c'est de combiner les approches. C'est ce que suggère Avisto. On peut avoir une lettre formelle, peut-être pour des candidatures très spécifiques, et en parallèle, des recommandations visibles sur son profil LinkedIn pour une crédibilité, disons, continue. Il y a aussi l'option plus discrète de mentionner simplement sur son CV référence disponible sur demande. Ça permet de garder un certain contrôle. Et pour qu'une recommandation soit vraiment efficace, quelle que soit sa forme, quels sont les ingrédients clés? Juste des éloges, des compliments, ça suffit? Justement, non. Une recommandation efficace, c'est avant tout une recommandation spécifique. Talentiments insiste beaucoup là-dessus. Elle doit mettre en lumière les compétences et les qualités qui sont pertinentes pour le projet que vous visez. Une lettre générique du type «Un tel est un bon élément», franchement, ça n'a que peu de poids. D'accord. Avisto met d'ailleurs en garde contre les éloges excessifs et vagues, qui peuvent même paraître suspects. Ce qui convainc, ce sont les faits, les exemples concrets, des réalisations, des projets menés à bien, des problèmes que vous avez résolus. C'est ça qui parle. Il faut du concret. Exactement. La concision est aussi une qualité. Une page maximum, c'est la norme. La recommandation doit être signée ou authentifiable en ligne et comporter les coordonnées du référent pour une éventuelle vérification par le recruteur. Et un détail important soulevé par Avisto, la fraîcheur compte. Une recommandation qui date de plus de 10 ans, elle perd de sa pertinence. Mhm. Enfin, et ça c'est la base de la courtoisie, mais c'est essentiel, remercier chaleureusement le référent. Et puis, le tenir au courant des suites. C'est un petit geste, mais ça entretient la relation pour l'avenir. Revenons un instant sur LinkedIn, qui semble vraiment incontournable aujourd'hui. Comment on s'y prend spécifiquement sur cette plateforme? Il y a des astuces? Oui, LinkedIn a sa propre mécanique. On peut utiliser la fonction «solliciter une recommandation» directement depuis le profil d'une relation. Mais attention, un point crucial relevé par Avisto, il ne faut surtout pas utiliser le message standard proposé par la plateforme. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il est hyper impersonnel. Il faut absolument personnaliser sa demande, expliquer le contexte et, comme on le disait tout à l'heure, suggérer poliment les aspects ou les compétences qu'on aimerait voir valorisées, une expertise technique spécifique, la gestion de projet, etc., tout en laissant, bien sûr, la liberté aux référents. D'accord. Il y a aussi une autre fonctionnalité sur LinkedIn, ce sont les recommandations de compétences, les endorsements en anglais. C'est plus léger, les contacts cliquent simplement pour valider une compétence qui est listée sur votre profil. France Travail et Avisto notent que c'est moins puissant qu'une recommandation rédigée, mais bon, ça peut ajouter une petite touche de crédibilité sociale rapide. Et cette astuce de combiner la lettre et LinkedIn, vous pouvez en dire un peu plus? Oui, Avisto suggère une idée intéressante. Si vous avez obtenu une belle lettre de recommandation en format PDF, vous pouvez demander l'autorisation à son auteur de la télécharger comme pièce jointe sur votre profil LinkedIn. Ça permet de combiner la force du témoignage formel avec la visibilité de la plateforme. C'est une bonne façon de maximiser l'impact, en quelque sorte. Très clair sur les formats et LinkedIn. Maintenant, la question du CV. Comment on intègre ces fameuses références? Est-ce qu'on balance les noms et les numéros de téléphone directement sur le CV? Ça me paraît un peu direct. Alors, il y a débat, mais une approche semble privilégiée par les experts comme Avisto. La méthode la plus courante, et souvent la plus sage, c'est d'inclure une simple mention en fin de CV, référence disponible sur demande. Pourquoi c'est plus sage? D'abord, ça protège la vie privée de vos référents.
On ne diffuse pas leurs coordonnées à tout vent comme ça. Et surtout, ça vous donne le contrôle. Si un recruteur demande les références, vous avez l'opportunité et même le devoir de prévenir vos contacts qu'ils risquent d'être appelés. Ça leur permet de se préparer un peu. D'accord. Et l'autre option, celle de lister directement les contacts. C'est possible, mais c'est beaucoup plus délicat. Si on choisit de mettre une section référence avec les noms, les fonctions et les coordonnées, Avisto insiste sur un prérequis absolu: avoir obtenu l'accord explicite et préalable de chaque personne mentionnée. Ah oui, impératif. Impératif, non seulement pour des raisons évidentes de respect de la vie privée, mais aussi par simple courtoisie professionnelle. On ne peut pas faire ça sans leur accord. Bien sûr, et dans tous les cas, que l'on liste les noms ou qu'on opte pour la mention sur demande, un principe est fondamental et martelé par Avisto et France Travail. Il faut impérativement prévenir ses référents dès qu'on sait qu'un recruteur est susceptible de les contacter. Jamais, au grand jamais, donner un contact sans que la personne soit au courant. Pourquoi c'est si important de prévenir ? Parce qu'un référent pris au dépourvu sera moins à l'aise, moins préparé, et donc potentiellement beaucoup moins convaincant. Il risque de bafouiller, de ne pas trouver les bons exemples. C'est tout l'inverse de ce qu'on recherche. Tout cela nous amène à une dimension un peu plus formelle, voire légale. Est-ce qu'il y a des règles du jeu, des aspects éthiques à connaître, aussi bien pour celui qui demande que pour celui qui donne la référence? Oui, et c'est important, surtout dans un cadre professionnel structuré. Des sources comme Carrefour RH, qui s'adressent notamment aux professionnels des ressources humaines, mettent en lumière des points de vigilance et des obligations déontologiques. Par exemple, le candidat doit avoir donné son consentement clair pour que des références soient prises le concernant. Un formulaire peut même être utilisé pour formaliser cela dans certaines entreprises. D'accord, le consentement du candidat est clé. Absolument. Ensuite, la prise de référence doit avoir un but légitime et précis. Vérifier l'adéquation pour un poste donné, pas satisfaire une curiosité générale sur la personne. Et la personne qui donne la référence, elle, doit s'en tenir strictement au domaine professionnel. Compétences, comportement au travail, réalisation, pas de questions personnelles donc. Surtout pas. Toute question ou commentaire sur la vie privée, l'état de santé, la situation familiale, c'est totalement à proscrire. Certaines entreprises ont aussi des politiques internes, comme par exemple centraliser les demandes et les réponses via le service RH pour garantir l'uniformité et le respect des règles. Pour les professionnels RH agréés, comme au Québec avec les CRH-CRI, il y a même une obligation déontologique claire d'utiliser cet outil correctement. C'est un cadre important à avoir en tête, effectivement. Dernière situation, un peu délicate, on demande et la réponse est non. La personne refuse de donner une recommandation. Qu'est-ce qu'on fait? On insiste? On se vexe? Ah non, surtout pas. Un refus, ça peut arriver et il ne faut pas forcément y voir une critique personnelle. Les raisons peuvent être très variées. Un vrai manque de temps, une politique interne de l'entreprise qui décourage les recommandations individuelles, ou même le sentiment sincère de ne pas être la personne la mieux placée pour juger votre travail sur la période concernée. Donc, on n'insiste pas. Non. La meilleure réaction, comme le conseille Talentissime, c'est d'accepter poliment et de passer à autre chose. C'est pas grave. Et on fait quoi alors? On abandonne l'idée d'avoir des références? Pas du tout. Heureusement, on a souvent plusieurs cordes à son arc. Il suffit de se tourner vers d'autres personnes pertinentes. D'autres managers avec qui on a travaillé, des collègues de confiance, des clients avec qui le courant passait bien, d'anciens professeurs si le parcours s'y prête, des mentors. On cherche une alternative. Voilà. L'important, c'est la qualité, pas forcément la quantité. Talentissime rappelle d'ailleurs qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir une recommandation de chaque expérience passée. Une ou deux références solides, bien argumentées et bien ciblées valent souvent beaucoup mieux qu'une longue liste de témoignages un peu tièdes. Bien, je crois qu'on a fait un tour assez complet de la question. Si on devait synthétiser l'essentiel, les recommandations, loin d'être une simple ligne sur un CV, c'est un vrai outil de validation, de différenciation. L'efficacité repose sur une démarche réfléchie. Qui choisir, quand demander, comment formuler sa requête et sous quel format la présenter. C'est une vraie petite stratégie en soi finalement. Tout à fait. Et ce qui transparaît sortement des différentes sources qu'on a consultées, c'est que la capacité à obtenir de bonnes recommandations est intrinsèquement liée à la qualité des relations professionnelles qu'on a su bâtir au fil du temps. Soigner ses collaborations, laisser une empreinte positive par son travail et son savoir-être, c'est ça qui constitue le terreau fertile pour récolter, le moment venu, des témoignages authentiques et percutants. C'est une forme de capital relationnel qui se monétise en crédibilité, en quelque sorte. Et pour ouvrir une dernière petite piste de réflexion,
On a beaucoup parlé de comment obtenir des recommandations. Mais si on inversait la perspective, quel pourrait être l'impact, pour sa propre image et son réseau, de prendre le temps, soi-même, de donner des recommandations sincères, détaillées et utiles aux autres? C'est peut-être une façon subtile de renforcer sa propre influence et sa réputation d'expert bienveillant dans son écosystème professionnel. Voilà, une petite question à méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration sur l'art subtil mais stratégique de la recommandation professionnelle. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.